Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. En 2020, nous avions passé des mois entiers à lire ensemble les 2 premiers tomes du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Chaque jour, je lisais un chapitre de cette œuvre grandiose, enregistrée et partagée avec vous le jour même. Eh bien, réécoutons cette semaine un extrait du chapitre 17, qui sera ici diffusé en 3 épisodes de 10 minutes. Nous vivons dans ce chapitre un moment clé de l'histoire, où l'amitié entre notre personnage principal et l'abbé Faria est scellée, et surtout où notre jeune Edmond Dantès va comprendre ce qui lui a valu sa condamnation et son enfermement dans cette cellule. Maintenant, écoutez bien, réunissez tous vos souvenirs. Vous rappelez-vous dans quels termes était rédigée la dénonciation? Oh oui, je l'ai relue 3 fois, et chaque parole en est restée dans ma mémoire. Répétez-la moi. Dantès se recueillit un instant. La voici, dit-il textuellement. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne après avoir touché à Naples et à Portoferraio, a été chargé par Murat d'un paquet pour l'usurpateur, et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on retrouvera cette lettre sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. L'abbé haussa les épaules. C'est clair comme le jour, dit-il. Il faut que vous ayez eu le cœur bien naïf et bien bon pour n'avoir pas deviné la chose tout d'abord. Vous croyez? S'écria Dantès. Ah, ce serait bien infâme. Quelle était l'écriture ordinaire de Danglars? Une belle cursive. Quelle était l'écriture de la lettre anonyme? Une écriture renversée. L'abbé sourit. Contrefaite, n'est-ce pas? Bien hardie pour être contrefaite. Attendez, dit-il. Il prit sa plume, ou plutôt ce qu'il appelait ainsi, la trempa dans l'encre et écrivit de la main gauche, sur un linge préparé à cet effet, les 2 ou 3 premières lignes de la dénonciation. Dantès recula et regarda presque avec terreur l'abbé. « Oh, c'est étonnant !» s'écria-t-il, « comme cette écriture ressemblait à celle-ci. » C'est que la dénonciation avait été écrite de la main gauche. J'ai observé une chose, continua l'abbé. Laquelle? C'est que toutes les écritures tracées de la main droite sont variées. C'est que toutes les écritures tracées de la main gauche se ressemblent. Vous avez donc tout vu, tout observé. Continuons. Ah, oui, oui. Passons à la seconde question. J'écoute. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousassiez pas Mercédès? Oui, un jeune homme qui l'aimait. Son nom? Fernand. C'est un nom espagnol? Il était catalan. Croyez-vous que celui-ci était capable d'écrire la lettre? Non, celui-ci m'eût donné un coup de couteau, voilà tout. Oui, c'est dans la nature espagnole, un assassinat, oui, une lâcheté, non? D'ailleurs,
continua Dantès, il ignorait tous les détails consignés dans la dénonciation. Vous ne les aviez donnés à personne, pas même à votre maîtresse. Pas même à ma fiancée. C'est Danglars. Oh, maintenant j'en suis sûre. Attendez, Danglars connaissait-il Fernand? Non. Si, je me rappelle. Quoi? La surveille de mon mariage, je les ai vus attablés ensemble sous la tonnelle du père Pamphile. Danglars était amical et railleur, Fernand était pâle et troublé. Ils étaient seuls? Non, ils avaient avec eux un troisième compagnon, bien connu de moi, qui sans doute leur avait fait faire connaissance, un tailleur nommé Caderousse. Mais celui-ci était déjà ivre. Attendez, comment ne me suis-je pas rappelé cela? Près de la table où il buvait était un encrier, du papier, des plumes. Dantès porta la main à son front. « Les infâmes! Voulez-vous encore savoir autre chose? Dit l'abbé en riant. Oui, puisque vous approfondissez tout, puisque vous voyez clair en toutes choses, je veux savoir pourquoi je n'ai été interrogé qu'une fois, pourquoi on ne m'a pas donné des juges, et comment je suis condamné sans arrêt. » Oh, ceci, dit l'abbé, c'est un peu plus grave. La justice a des allures sombres et mystérieuses qu'il est difficile de pénétrer. Ce que nous avons fait jusqu'ici pour vos deux amis était un jeu d'enfant. Il va falloir sur ce sujet me donner les indications les plus précises. Voyons, interrogez-moi, car en vérité vous voyez plus clair dans ma vie que moi-même. Qui vous a interrogé? Est-ce le procureur du roi, le substitut, le juge d'instruction? C'était le substitut. Jeune ou vieux? Jeune, 27 ou 28 ans. Bien, pas corrompu encore, mais ambitieux déjà, dit l'abbé. Quelles furent ses manières avec vous? Douces, plutôt que sévères. Lui avez-vous tout raconté? Tout. Et ses manières ont-elles changé dans le courant de l'interrogatoire? Un instant, elles ont été altérées. Lorsqu'il eut lu la lettre qui me compromettait, il parut comme accablé de mon malheur. De votre malheur? Oui. Et vous êtes bien sûr que c'était votre malheur qu'il plaignait? Il m'a donné une grande preuve de sa sympathie, du moins. Laquelle? Il a brûlé la seule pièce qui pouvait me compromettre. Laquelle? La dénonciation? Non, la lettre. Vous en êtes sûr? Cela s'est passé devant moi. C'est autre chose. Cet homme pourrait être un plus profond scélérat que vous ne croyez. Vous me faites frissonner sur mon honneur, dit Dantès. Le monde est-il donc peuplé de tigres et de crocodiles? Oui, seulement les tigres et les crocodiles à deux pieds sont plus dangereux que les autres. Continuons. Volontiers. Il a brûlé la lettre, dites-vous. Oui, en me disant « Vous voyez, il n'existe que cette preuve contre vous et je l'anéantis. » Cette conduite est trop sublime pour être naturelle. Vous croyez? J'en suis sûre. À qui cette lettre était-elle adressée? À Monsieur Noirtier, rue Coqueyron, numéro 13, à Paris. Pouvez-vous présumer que votre substitut eut quelque intérêt à ce que cette lettre disparût? Peut-être, car il m'a fait promettre 2 ou 3 fois, dans mon intérêt, disait-il, de ne parler à personne de cette lettre. Et
il m'a fait jurer de ne pas prononcer le nom qui était inscrit sur l'adresse. Noirtier ? Répéta l'abbé. Noirtier. J'ai connu un Noirtier à la cour de l'ancienne reine d'Étrurie, un Noirtier qui avait été girondin sous la Révolution. Comment s'appelait votre substitut à vous ? De Villefort. L'abbé éclata de rire. Dantès le regarda avec stupéfaction. « Qu'avez-vous » dit-il. « Voyez-vous ce rayon du jour » demanda l'abbé. « Oui. » « Eh bien, tout est plus clair pour moi maintenant que ce rayon transparent et lumineux. Pauvre enfant, pauvre jeune homme. Et ce magistrat a été bon pour vous. » « Oui. » « Ce digne substitut a brûlé, anéanti la lettre. » « Oui. » « Cet honnête pourvoyeur du bureau vous a fait jurer de ne jamais prononcer de nom de Noirtier. » « Oui. » « Ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes, savez-vous ce que c'était que ce Noirtier ? Ce Noirtier, c'était son père. » La foudre tombait aux pieds de Dantès et lui creusant un abîme au fond duquel s'ouvrait l'enfer, lui eût produit un effet moins prompt, moins électrique, moins écrasant que ces paroles inattendues. Il se leva, saisissant sa tête à deux mains, comme pour l'empêcher d'éclater. « Son père ! Son père !» s'écria-t-il. « Oui, son père, qui s'appelle Noirtier de Villefort, » reprit l'abbé. Alors, une lumière fulgurante traversa le cerveau du prisonnier. Tout ce qui lui était demeuré obscur fut à l'instant même éclairé d'un jour éclatant. Ces tergiversations de Villefort pendant l'interrogatoire, cette lettre détruite, ce serment exigé, cette voix presque suppliante du magistrat qui, au lieu de menacer, semblait implorer, tout lui revint à la mémoire. Il jeta un cri, chancela un instant comme un homme ivre, puis, s'élançant par l'ouverture qui conduisait de la cellule de l'abbé à la sienne. « Ah » dit-il, « il faut que je sois seul pour penser à tout cela. » Vous venez d'entendre le dernier épisode de cette série et de l'extrait du chapitre 17 du Comte de Monte Cristo. Dans 15 jours, vous pourrez découvrir une nouvelle série du podcast de Kimamori. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.